Alors, je suis en train de vous mettre dans le chat que j'ai dû relancer un nouveau live. Voilà, donc là, hop, je suis désolé. A priori, effectivement, j'étais connecté encore sur le... en fait, je suis de l'autre côté du bâtiment. Enfin, du bâtiment. Il y a pas énormément, il y a peut-être une vingtaine de mètres. Mais de l'autre côté, en fait, il y a deux livebox. Il y en a une qui est plus proche d'ici et une qui est plus proche de là-bas. Et du coup, là, j'ai essayé de changer de livebox pour essayer d'avoir le maximum de débit. Je vois qu'il y a Sergio qui me demandait si il n'y avait pas la fibre. Eh bien, non. Malheureusement, ici, il n'y a pas la fibre dans ces bureaux-là. Je suis sur une ADSL qui n'a pas forcément un débit énorme d'ailleurs. Mais, hop là. Alors, attends. Que je rejoigne ici. Je vais rejoindre de l'autre côté également pour voir vos messages en direct. Hop, on va mettre à jour la page. Désolé pour ce petit contretemps technique. Vous voyez, on a déménagé un petit peu en vitesse et du coup, eh bien, il y a les aléas du direct. Voilà. Alors, est-ce que du coup... Voilà, j'ai connecté cet ordinateur-là sur l'autre réseau pour être sûr de ne pas avoir comme ça trop d'interférences. Et la diffusion est sur la Livebox de la gauche. Normalement, on doit être pas mal. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant si la diffusion est meilleure, si la qualité du son est bonne? Désolé pour ces désagréments techniques. C'est OK maintenant. C'est bien parce qu'on t'aime bien. Merci Cécile. Merci de ta compréhension. Pour le moment, c'est mieux. Ça a l'air mieux. Bon, écoutez, on va continuer puis on va voir et puis vous me direz si c'est toujours pareil. Donc Benoît, voilà, juste pour terminer par rapport à ça. Ici, effectivement, la chose principale que je ressens, c'est d'avoir plus d'humain en fait. Il me manque moi cette connexion humaine avec toi. Surtout que c'est quelque chose que je sais te caractérise, ce besoin d'être en connexion, ce besoin d'être dans l'authenticité. Et là, finalement, je le ressens pas vraiment. J'aurais aimé être plus en connexion, te voir face caméra. Et puis, si tu peux en fait être encore plus dans le concret. Ça serait encore mieux parce qu'effectivement tu es sur un sujet qui est l'épanouissement, sur le fait d'avoir une vie heureuse et harmonieuse. Et alors moi je suis un peu un psychopathe de la de la concrétude. Je suis un psychopathe d'être toujours essayer de vouloir faire en sorte d'être le plus concret possible. Pour au départ effectivement peut-être réduire un petit peu, je dirais le champ de perception, le réduire la cible auprès le volume de personnes auprès de qui ça va résonner, mais au moins ça doit résonner à 200% auprès d'un public plus court. Je crois vraiment qu'il vaut mieux chercher à raisonner à 200% sur une audience plus petite que de chercher à raisonner sur une audience plus grande, mais sur laquelle finalement on va peut-être avoir un message qui va résonner à 70-80%. Parce qu'on aura beaucoup plus d'impact sur moins de monde, mais on aura une communication beaucoup plus puissante et beaucoup plus performante. Surtout dans un marché, je dirais, concurrentiel, notamment sur celui du développement personnel. Que ce soit du coaching, que ce soit autre chose. Plus on est finalement concret et on est spécifique sur quelque chose, plus notre message sera puissant, pertinent et sera facile à faire passer. Et je vais du coup embrayer sur le deuxième sujet que je voulais voir avec toi. C'était par rapport à ton webinaire. Alors, hop. C'est ici, voilà. Ça, à l'écran, donc c'est la page d'inscription de Benoît, sur un webinaire qu'il a fait. Il y a eu 860 clics, je crois, sur ta publicité Facebook et 9 inscriptions. Ce qui veut dire un très très faible taux d'inscription. Et moi, ce que je me suis dit, bon, ok, je vais regarder rapidement la page d'inscription et j'ai regardé les quelques premières minutes de ton webinaire que tu m'as envoyé tout à l'heure. Et la première chose que je remarque, c'est qu'il n'y a pas en fait une promesse très forte. Il n'y a pas une promesse forte ni sur ta page d'inscription, ni dans les premières minutes de ton webinaire. J'ai regardé le premier quart d'heure et dans le premier quart d'heure, il n'y a pas de promesse forte. Alors dans le chat tout à l'heure, je t'ai demandé quelle était la promesse de ton webinaire. Tu m'as dit d'être heureux et d'avoir une vie harmonieuse. Ça, à mon sens, c'est pas une promesse. Ça peut être effectivement le titre de ton webinaire. Et là, à mon sens, c'est un titre très générique. Il faudrait qu'en dessous, il y ait quelque chose de plus concret. D'accord? Parce que tu parles effectivement dans ton webinaire des différents domaines de la vie et c'est quand on est dans le développement personnel, effectivement, on va toucher ces différents domaines-là. Mais quelle est ta promesse dans le webinaire? Pour moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses formuler une promesse de la façon suivante. Voilà, on est ensemble pour ce webinaire. Être heureux et avoir une vie harmonieuse, c'est facile. Et ce que je vous promets, c'est qu'à la fin de cette conférence en ligne, je vous aurai donné la méthode concrète que j'utilise tous les jours pour pouvoir, je sais pas moi, pour pouvoir avoir une énergie au maximum et réaliser les 3 actions principales chaque jour qui me permettent d'avancer vers mes objectifs. Ce que je vous promets, c'est qu'à votre tour, vous allez pouvoir vous lever chaque matin avec
je sais pas, une énergie débordante pour pouvoir, vous coucher le soir en étant fier de vous. Ce que je vous promets, c'est de pouvoir finalement comprendre les clés d'une communication efficace auprès de vos clients ou auprès de votre famille. Et là, tu vois, il faudra que tu puisses mettre en avant des bénéfices en fonction de la cible à laquelle tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses à des entrepreneurs? Et là, tu vas parler effectivement plus d'un point de vue relation client, relation partenaire, business. Est-ce que tu vas t'adresser plus à des personnes qui sont en poste salarié et qui veulent obtenir des missions, ou des postes beaucoup plus intéressants pour eux? En fonction de la cible à laquelle tu vas t'adresser, il faut que tu saches concrètement quelle est la promesse que tu veux leur faire. Et une promesse, c'est de dire, à la fin de cette conférence en ligne, vous saurez ça, qui va vous apporter tel bénéfice dans votre quotidien. Est-ce que je suis clair, Benoît? Est-ce que je suis clair par rapport à ce que je suis en train de vouloir t'expliquer sur la notion d'être concret sur les bénéfices? C'est bon pour Cécile, c'est ok maintenant pour Benoît, c'est beaucoup mieux pour Jérémy. Ok, tant mieux. Voilà. Bon du coup, je saurai maintenant qu'il faudra que je me connecte plutôt sur cette Livebox pour avoir un débit plus fluide. C'est top. Ok, merci beaucoup. Voilà. Le plus important, c'est vraiment la promesse. En réalité, 80% du temps lorsqu'on prépare un webinaire, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Je pousse un petit peu le trait, doit être sur la promesse. Le titre de mon webinaire et le sous-titre en gros qui est la promesse de mon webinaire. C'est ça qui va faire que les gens vont s'inscrire ou pas. Et c'est ça qui va faire que dans les premières minutes, quand je vais dire « Hey, bienvenue à vous pour cette conférence en ligne, être heureux et avoir une vie harmonieuse, c'est facile. » Et ce que l'on va voir ensemble, c'est comment faire telle chose en 3 étapes par exemple, ou en 2 minutes par jour pour tel bénéfice. D'accord? Et il faut que la promesse soit le plus concrète possible. Et ensuite, la deuxième remarque que j'avais envie de te faire, c'est par rapport à tes puces promesses. Là, tes puces promesses, alors je vais essayer de zoomer pour qu'on voit bien. Hop. Est-ce que je peux faire ça? C'est pas encore assez. Non, bon. Je peux pas zoomer beaucoup plus. Tes puces promesses, elles sont très, très succinctes et elles ne piquent pas forcément énormément ni à la curiosité ni en termes de bénéfices. Une puce promesse, alors il y a plein de façons de faire. Il y a deux grandes clés à connaître. C'est une puce promesse façon bénéfice. Découvrez comment, je sais pas, par exemple, comment tel bénéfice, comment vous levez le matin en vous sentant inarrêtable et pour vous coucher fier de vous le soir parce que vous aurez accompli ce qu'il était important de faire, contrairement à la procrastination par exemple, d'accord, un bénéfice. Ou le deuxième angle, c'est la curiosité. D'accord, c'est effectivement, par exemple, quand tu dis les 3 secrets pour une vie magique et riche, là, tu tentes effectivement d'aller vers la curiosité. D'accord? Et ce que tu pourrais faire, c'est en dessous, mettre un petit texte pour aller encore un petit peu plus loin et donner un petit peu plus de matière aux personnes qui visitent cette page. Parce que les 3 secrets pour une vie magique et riche, on reste dans un point de vue général, d'accord? On est en haut. Et qu'est-ce que je vais apprendre concrètement? Les 3 secrets pour une vie magique et riche, comment les grands leaders, les 3 choses que font ceux qui, alors je suis pas positionné là, mon cerveau a du mal à se connecter, mais les 3 choses que font ceux qui avancent chaque jour vers leurs objectifs et qui se sentent pleinement épanouis, que ne font pas ceux qui ont le sentiment de procrastiner et qui ressentent finalement, qui ont la sensation d'avancer avec un boulet au pied. L'idée, c'est de toujours, quand on veut connecter avec notre audience, c'est de parler leur langage. Donc, c'est d'essayer de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, d'accord? Si ton audience, et là, mes mots sont peut-être pas les bons, et certainement pas les bons parce que c'est pas mon positionnement, mais si ton audience, ce qu'elle ressent, c'est que elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle a l'impression d'avoir un boulet au pied à traîner, parce que elle a pas l'énergie, parce qu'elle se dit punaise, je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Je sais que je devrais faire telle chose pour me sentir bien dans ma vie, mais j'arrive pas à le faire. Eh bien, il faut que tu mettes des mots là-dessus. D'accord? Tu seras perçu automatiquement comme l'expert et le bon partenaire pour tes clients à partir du moment où effectivement les mots que tu vas employer seront les mots que tes clients eux-mêmes auraient employés. D'accord? Et là c'est pareil. La principale chose qui influence votre vie, et là tu pourrais mettre en dessous, quand j'ai découvert ce concept, ça a radicalement changé ma vie. Je suis passé d'une situation où je procrastinais tous les jours à une situation où telle chose. Je reviens toujours sur les mêmes principes, mais c'est pour expliquer les éléments. Les 5 secteurs indissociables de votre vie. Là encore, complète. Si souvent, c'est l'erreur principale que font, et là, telle audience, et là, c'est ton audience cible, etc., etc. Ok, je vais pas aller plus loin, mais est-ce que je suis clair, Benoît, par rapport à tout ça? Et pour vous également, qui êtes là avec moi, est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire par rapport à cette notion
d'être dans le concret et de parler le langage du client. En même temps, il annonce ce qu'on va trouver dans le webinaire. Oui, mais la personne, sur la publicité Facebook, souvent elle est sur du trafic froid. Et une audience froide, c'est une audience qui ne nous connaît pas encore. Et là, c'est pas suffisant pour finalement donner envie à la personne de s'inscrire. Parce que s'il y a 870 clics et 9 inscrits, c'est-à-dire qu'il y a 870 personnes qui sont arrivées sur cette page et seulement 9 qui sont inscrits. Alors j'ai pas fait le calcul juste avant. En termes de conversion, on va pas le faire, mais ça fait vraiment pas grand-chose. Ça fait du 1% à peu près. Enfin 1% et quelques si je dis pas de bêtises. Voilà. Et 1% de conversion, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et généralement, le problème, c'est... Alors, soit c'est l'audience ciblée, et c'est tout à fait possible, mais dans un premier temps, là, juste en analysant comme ça d'un point de vue copywriting, c'est la notion de promesse qui est pas suffisamment concrète et pas suffisamment forte, et la notion également de plus promesse qui, je pense, peut être optimisée. Voilà. On se lève rarement le matin en disant « Comment vais-je avoir une vie harmonieuse ce matin ?» Exactement. Patrick, tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. Je te remercie de se compléter ça. Effectivement, quand on cherche une promesse, on cherche à dire ce que se dit notre client le plus souvent en fait. Qu'est-ce qui bloque le client? Quel est l'objectif qu'il aimerait atteindre? Et effectivement, quand on est sur la notion de vivre, alors je vais réduire. Ça me permet, merci. D'ailleurs, ta remarque me donne une idée pour compléter par rapport à ce que je voulais dire. C'est très intéressant. Hop, voilà. Quand tu es dans être heureux et avoir une vie harmonieuse, tu es dans ce qu'on appelle le bénéfice ultime. D'accord? C'est le bénéfice ultime que vont avoir tes clients au travers des actions que tu vas leur proposer et des résultats intermédiaires qu'ils vont avoir. D'accord? Pour avoir une vie harmonieuse et être heureux, ils vont devoir faire des choses et ils vont devoir avoir des différents résultats pour, au final, avoir une vie harmonieuse. Et si on est uniquement dans le bénéfice ultime, eh bien, on est trop loin du concret que l'on apporte à nos clients. Donc, il faut à la fois apporter quels sont les résultats que vous allez avoir pour obtenir le bénéfice ultime. D'accord? Par exemple, comment... punaise, j'ai du mal à avoir des exemples concrets ce matin. Mais, si je prends 5 minutes, ou je te pose la question, tiens, quels sont les résultats que tu apportes à tes clients? Si je te dis, tiens, Benoît, dans ta conférence en ligne, quels sont les résultats immédiats que vont pouvoir avoir tes clients qui vont leur permettre de monter ne serait-ce qu'une marche vers cette vie harmonieuse? D'accord? Voilà. Dis-moi dans le chat, quels sont les résultats concrets que tu proposes dans ton webinaire et plus tard également dans tes prestations, dans ton coaching, dans tes formations, qui vont permettre pour tes clients de monter l'escalier de la réussite. Si le fait d'être heureux et d'avoir une vie harmonieuse, c'est tout en haut de l'escalier de la réussite, quelles sont les différentes marches, donc les différents résultats, petits résultats que tu vas leur proposer? Parce que c'est ça aussi qu'il va falloir mettre en avant. Parce que si on est trop loin dans le résultat, dans le bénéfice ultime, on est déconnecté de la vraie vie, entre guillemets. Impeccable, merci, ok, très clair, génial même pour Sandrine, bah, ok, super. Mais comment se motiver, avoir ce déclic pour passer à l'action, atteindre l'objectif? Eh bien voilà, ça par exemple, tu vois, ce sont des questions, effectivement, je te remercie Mickaël, ce sont des questions peut-être que ton audience se pose, Benoît. Et donc à ce moment-là, effectivement, d'être sur ça. Comment faire pour se motiver et avoir cette envie de se bouger tous les jours? Il faut être vraiment au plus proche des besoins. La vraie question c'est, Benoît, sur une feuille, tu dois avoir normalement les objectifs qu'aimerait atteindre ton audience cible. Sur une autre feuille, tu dois avoir les blocages concrets qui empêchent ton audience cible d'obtenir ces objectifs-là, d'obtenir ses désirs. Et tout notre travail, lorsque l'on est consultant, coach, formateur, thérapeute, quand on vend son savoir-faire, c'est de faire un pont entre le désir de nos clients, leur situation actuelle et lever les obstacles, lever les freins qui les empêchent d'avancer vers leurs objectifs. Okay? Et donc du coup, dans notre page d'inscription, dans nos publicités, dans notre communication, on doit parler de ça, de ces objectifs-là et des freins. Ok Benoît, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que ça t'aide par rapport à ta question? À la fois sur la vidéo et à la fois sur cette notion de webinaire? Les blocages sont causés par un manque de connaissance de choses très simples qu'on peut mettre en place. Ok, donc du coup c'est quelles sont les questions que se pose ton audience? L'idée c'est quelles sont les questions que se posent, les questions qui omnubilent finalement ton audience. Ça c'est ce qu'il faut que tu connaisses sur le bout des doigts.
Et donc peut-être que tu le sais, hein, mais quelles sont les questions qui se posent? Est-ce que leur question c'est comment je fais pour tiens, Mickaël, comment je fais pour me motiver? Comment je fais pour avoir ce déclic pour passer à l'action? Parce que est-ce que ton audience sait ce qu'elle doit faire mais elle n'y arrive pas? Est-ce que ton audience ne sait pas ce qu'elle doit faire et du coup elle est complètement paumée, elle est dans le brouillard? Est-ce que ton audience ne sait pas du tout le sens qu'elle veut donner à sa vie et donc du coup ce qu'elle cherche c'est à trouver un sens à sa vie? Est-ce que ton audience sait dans quelle direction elle veut avancer mais elle a l'impression d'avoir un boulet, elle a l'impression de ne pas avoir d'énergie pour avancer et pourtant elle est très frustrée parce qu'elle sent qu'elle a un potentiel, elle sent où elle veut aller mais elle n'y arrive pas? Tout ça, ce sont des choses différentes et ça ne va pas parler au même type de personne. D'accord? Quelqu'un qui ne sait pas quel sens donner à sa vie n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui sait le sens qu'il veut donner à sa vie, mais qui ne ressent pas l'énergie pour avancer et qui a le sentiment de procrastiner. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Et donc ces deux personnes-là n'auront pas envie de suivre le même webinaire. Donc, il faut être au clair sur les promesses que tu fais. Si tu fais un webinaire qui va répondre à ces deux personnes-là, il faut que dans tes puces promesses, il y ait des puces promesses qui vont parler à la personne A et des puces promesses qui vont parler à la personne B. Ok? Est-ce que je suis clair par rapport à ça? C'est juste du concret et pouvoir s'identifier personnellement. Exactement. Il faut que tu puisses savoir exactement, que tu visualises les personnes qui pourraient assister à ton webinaire ou venir sur ta page de vente, d'accord? Et se dire quelles sont les questions qu'ils posent, quelles sont les questions qui se posent, qu'est-ce qu'ils se disent au quotidien. Et parce que si tu es capable de dire ça, eh bien tu seras capable de mettre dans la vidéo les phrases, les mots qu'ils utilisent pour pouvoir connecter avec eux. Et oui, le conseil que je voulais te donner aussi, c'est que dans ta page, donc là je vais revenir sur ta page de description de Leader Club, tu n'as, voilà, si c'est bon, je suis bien affiché, c'est bon, excuse-moi, je reviens dessus. Tu as donc une bannière, tu as ta vidéo, tu as le bouton d'appel à l'action, le timer et quelques témoignages. Ce que je t'inviterai à faire, c'est de mettre le contenu de ta vidéo ou le contenu de ton offre en dessous en texte. Parce que il y a des personnes qui vont lancer la page, étant donné que ta vidéo va se lancer automatiquement, ils vont avoir le son, mais ils vont pas forcément avoir besoin de suivre la vidéo, parce que sur Internet, on a un problème, c'est qu'on fait des millions de choses à la fois, et ton audience, elle a un trouble de l'attention. Elle n'a que quelques secondes, et si dans les premières secondes qu'elle arrive sur ta page, elle n'est pas captée par quelque chose, eh bien elle va s'en aller. Donc pour ceux que ta vidéo ne va pas capter tout de suite, moi ce que je t'inviterai à faire, c'est à mettre sous cette vidéo-là, sous les témoignages par exemple, du texte. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous aimeriez avoir ça? Voilà ce que je vous propose. Et là, tu remets des éléments concrets par rapport à ton offre. Pour que la personne qui va descendre sur ta page, qui va écouter seulement ta vidéo sans la regarder, va peut-être être captée au niveau de son regard par des éléments textuels, visuels si tu veux mettre des images, mais sur ta page. Voilà ce que je voulais te dire pour ce matin. Écoute, à tester. Il faut que tu testes. Encore une fois, j'ai pas une réponse absolue, il n'y a pas une vérité absolue. Maintenant, je sais pas en fait, il faut que tu regardes par rapport au temps de visionnage de ta vidéo. Si effectivement, sur 100 personnes qui viennent sur ta page, la grande majorité regarde 75-80% de ta vidéo, ok, dans ces cas-là, il n'y a peut-être pas besoin de texte. Mais si les gens ne regardent pas énormément ta vidéo, là peut-être effectivement qu'avoir du texte, ça peut avoir du sens. Moi, je sais que j'aime bien, malgré tout, avoir des éléments textuels en plus, parce que, étant donné que la vidéo se lance automatiquement, la personne écoute en fait. Et du coup, moi, j'aime bien en même temps aller regarder en bas. Et ça me permet de rester sur la page. Maintenant, encore une fois, ça se teste. Voilà. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une vérité absolue, mais c'est un conseil que j'avais envie de te donner quand même. Pourquoi pas essayer? Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, si tu mets le texte tout de suite, tu enlèves l'attention. Mais tu affiches ton bouton d'achat à un moment donné dans ta vidéo. Rien ne t'empêche à ce moment-là de mettre le texte au moment où le bouton d'achat s'affiche de toute façon. D'accord? Parce que tu veux que la personne clique sur le bouton. Mais si la personne elle n'est pas encore prête à cliquer sur le bouton, parce que en fait, je fonctionne toujours par du cas général au cas le plus fin. Là, si la personne, dès que le bouton affiche, elle clique, c'est bon. Ces personnes-là, elle a été convaincue, elle va cliquer, elle va arriver sur ta page de commande. Très bien. Mais ce que je cherche, c'est si la personne n'a pas cliqué, pourquoi elle n'a pas cliqué?
Peut-être que la vidéo seule ne l'a pas convaincu. Donc pourquoi pas, en plus, pour celle qui n'a pas été encore suffisamment convaincue de cliquer, mettre du texte en même temps sous ton bouton pour lui donner encore plus d'éléments. Parce que ça veut dire que si elle n'a pas cliqué, la vidéo seule ne l'a pas convaincue. Donc il faut que je fasse quelque chose. L'idée, c'est de toujours venir, brique par brique, rajouter des éléments qui vont convaincre ou qui vont donner envie à la personne qui n'a pas encore passé à l'action le fait de le faire. Est-ce que je suis clair par rapport à ça ? La personne qui est convaincue, elle aura besoin de rien d'autre. Elle aura déjà cliqué, c'est bon, elle est allée à la page d'après, pas de souci. Maintenant, c'est la personne elle a regardé la vidéo, le bouton est apparu, elle n'a pas encore cliqué. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui manque ? Dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux rajouter pour cette personne-là, lui donner envie ? Voilà. Ok, j'ai également la page avec le texte complet en dessous. Écoute, à tester. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un test AB ou un split test. C'est de faire, il y a des outils qui permettent de le faire de manière très simple. L'Ornibox permet de le faire très simple. Si on est sur WordPress, il y a des plugins qui permettent de le faire. C'est de dire, j'ai deux versions de ma page, une version avec la vidéo seule, une version avec la vidéo plus le texte. Et de manière aléatoire, l'outil va envoyer les gens sur une page ou sur l'autre. Et comme ça va te permettre de voir celle qui fonctionne le mieux, tout simplement. Pourquoi ne pas dans ce cas partager la page en deux, d'un côté vidéo et de l'autre côté, les deux seront visibles? Oui, tout à fait, c'est ça l'idée, c'est de voir effectivement la vidéo et en dessous, au moment où le bouton s'affiche, le texte. Voilà Benoît, j'espère que ça t'aide en tout cas et que bien ces quelques éléments, ça permet de développer, à tester encore une fois. J'ai pas la prétention d'avoir la solution absolue, mais c'est plutôt de faire des choses, d'essayer certains éléments et de se dire, d'avoir la mécanique de pensée, c'est de dire ok, ceux qui cliquent, c'est bon, ceux qui ne cliquent pas, qu'est-ce qui leur manque? D'accord, ceux qui ont cliqué, ceux qui ont descendu la page et qui ont lu toute ma page et qui n'ont pas encore cliqué, qu'est-ce qui leur manque, etc., etc. Voilà Benoît. Ce que je propose maintenant, eh bien, c'est qu'on revienne ici et c'est que je réponde à la question. Crotte de bique, je suis passé sur la mauvaise. La question d'Anne qui me dit: j'aimerais utiliser Facebook, donc version payante, donc les publicités Facebook. As-tu des conseils? As-tu une idée de tarif comme j'ai vu que tu l'utilises? Alors oui, moi j'utilise Facebook à 90% pour développer mon activité, enfin et notamment la publicité Facebook, pour faire la promotion bien de ma masterclass en ligne gratuite qui s'appelle Et toi tu fais quoi dans la vie, à la fin de laquelle je propose à ceux qui le souhaitent d'aller plus loin d'acquérir finalement ma formation complète pitcher comme un pro. Donc moi j'utilise énormément Facebook pour me développer. Les conseils que je peux te donner. Alors Facebook, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait même passer tout un week-end et toute une semaine en atelier pour pouvoir tout développer. Donc pour te donner déjà des premiers éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, pour que ça soit quelque chose de rentable, il faut avoir, avant de se mettre à la publicité Facebook, à mon sens, d'avoir ce qu'on appelle un tunnel de vente qui fonctionne. C'est-à-dire d'avoir un processus qui te permet de transformer un prospect en client. Si aujourd'hui tu ne sais pas comment transformer un prospect en client, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est trop tôt de se mettre sur la publicité Facebook. Avant, il faut savoir comment je fais pour transformer un prospect en client. Est-ce que tu transformes un prospect en client au travers d'un webinaire comme je le fais? Par exemple, tu invites tes prospects à s'inscrire à un webinaire. Est-ce que tu transformes un prospect en client au travers d'un tunnel de vente? Et là, par exemple, c'est un tunnel de vente, c'est de dire, bien moi, Facebook, j'envoie mes prospects sur une page d'inscription pour qu'ils récupèrent, par exemple, un PDF gratuit. Ils me laissent leur email, ils téléchargent leur PDF gratuit. Et ensuite, une fois que j'ai leur email, je communique par email avec eux. Et je leur propose, durant une séquence email, je leur propose d'acquérir un produit, par exemple si tu vends des produits sur Internet, ou je leur propose de rentrer en relation avec moi par téléphone, parce que dans ton processus de vente, tu dois avoir tes clients au téléphone pour les transformer en clients, ou quel que soit ton système, tu les envoies sur une vidéo de vente, peu importe. L'idée c'est d'avoir un tunnel de vente, c'est-à-dire d'avoir un processus où tu dis ok, quand j'ai un prospect qui arrive chez moi, je sais comment je fais pour le transformer en client et je sais que ça fonctionne. Comme ça, si tu sais que lorsque tu as 100 prospects qui arrivent chez toi, dans ton tunnel de vente, eh bien, tu as 2, 3, 4, 5, 10 prospects qui deviennent clients. Et donc, tu sais que maintenant, tu peux effectivement mettre du budget. Après, tu peux te dire, ok David, moi, j'ai pas encore ça et je veux tester. Et dans ces cas-là, je peux te dire, ok, si tu n'as pas encore de tunnel de vente, mais que tu veux tester ce tunnel de vente, oui, tu peux utiliser Facebook. Et dans ces cas-là, ce que je te conseille, c'est toujours de commencer simple et petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, tu peux effectivement, par rapport à ta question sur le budget, commencer sur quelque chose de très simple. Tu n'auras pas énormément de volume, mais tu peux commencer déjà à faire quelques tests. Par exemple, comment ça fonctionne?
Facebook, tu as deux façons de faire. Soit tu dis, ben voilà, je vais faire une campagne sur 7 jours et mon budget global sur cette campagne sur 7 jours est de 100 €. Et si tu laisses Facebook, eh bien, gérer chaque jour ton budget. Ou alors, tu peux dire à Facebook, c'est la deuxième façon de faire, eh bien, j'investis X € par jour. Voilà, sans durée de limite. Et après, c'est toi qui décides manuellement de couper la publicité, par exemple. Tu peux dire, moi, je veux mettre une campagne à 5 € par jour. Et si tu laisses ta campagne tourner pendant 2 jours, tu auras dépensé 10 €. Si tu laisses ta campagne tourner pendant 10 jours, tu auras dépensé 5 x 10, 50 €. D'accord? Donc, en termes de budget, c'est toi qui décides. Par rapport à ça, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre aussi sur Facebook, c'est que pour que ça soit pertinent, il faut au départ, le plus possible finalement, avoir une audience précise. Et donc, les conseils que je peux donner, il y en a deux. Si tu as déjà un site internet, si tu as déjà une liste email, la première chose que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle du reciblage. C'est de dire, voilà Facebook, je voudrais afficher ma publicité aux personnes qui ont visité mon site web. Ou alors, tu importes dans Facebook ta liste email, une liste de prospects ou une liste de clients, et tu dis à Facebook, voilà, je vais faire ma publicité sur ces personnes qui sont déjà prospects chez moi. Et Facebook, si effectivement les personnes qui sont inscrites chez toi avec leur email sont également sur Facebook, va pouvoir envoyer cette publicité-là. Je rentre pas en détail, je reste vraiment dans un point de vue général dans un premier temps, parce que encore une fois, on peut aller rentrer énormément en profondeur. Mais pour répondre à ta question, si tu n'as jamais fait encore de publicité Facebook, les éléments que je vais te dire c'est la notion d'importance du ciblage. C'est d'utiliser premièrement soit une base que tu as déjà, ou alors si tu n'as pas encore de base, tu démarres de zéro. À ce moment-là, tu peux faire du ciblage par intérêt. Tu peux dire à Facebook, voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont les hommes, les femmes, par exemple, si tu as des critères démographiques en termes de sexe, tu peux choisir par rapport à une tranche d'âge, tu peux choisir par rapport à une zone géographique, et aussi tu peux choisir par rapport à des intérêts et de comportements. Par exemple, je voudrais m'adresser aux femmes de 25 à 30 ans qui ont des enfants de moins de 8 ans. D'accord? C'est un exemple, je ne sais pas du tout dans quelle thématique tu es, mais voilà un type d'avatar. Ou je veux m'adresser aux femmes et aux hommes, là je m'adresse aussi bien aux deux sexes, de plus de 40 ans par exemple, qui ont un revenu supérieur à 2000 € par mois et qui sont dans l'univers de la finance. Là, tu es ce qu'on appelle un ciblage par intérêt. Et pour que ça puisse effectivement utiliser ton budget de la meilleure manière possible, il faut avoir une vision la plus claire possible des personnes à qui tu veux t'adresser. Voilà le message que je voulais te faire passer, Anne, pour le moment. Alors, toc, je vais revenir un petit peu. Et déjà, Anne, j'ai pas vu si tu étais avec nous ce matin. Je vais remonter un petit peu le chat. Est-ce que ça répond à ta question, Anne, par rapport aux conseils que tu aimerais avoir? Voilà, encore une fois, on peut en parler pendant des heures. Ça, c'est je dirais le b.a.-ba. Mais si ça te parle et si tu veux des précisions, eh bien surtout, fais-le moi savoir. Alors, merci encore d'écouter avec plaisir, Benoît. C'est sur une page Facebook que Benoît est pour sa vidéo. Non, la vidéo est sur une page et sur son site internet. D'ailleurs, Benoît, si tu veux mettre le lien de ta page pour le Leader Club, hein, pour que les autres voient également, tu peux mettre le lien de ta page directement dans le chat. Comme ça, si les personnes veulent voir justement le support de feedback sur lequel je te donne, eh bien, tu peux mettre ton lien avec grand plaisir. Alors, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Toutefois, je fais grandir mon audience avec une toute petite mise pour l'instant. Je fidélise. Le but, effectivement, est de le transformer en client d'ici quelques semaines, mais comme information sera bouclée. C'est actuellement très efficace. Oui, tu peux effectivement utiliser Facebook. L'erreur, en fait, que je veux éviter, que je veux faire éviter à beaucoup, c'est d'utiliser la publicité Facebook uniquement comme un réseau social de développer une page ou développer une like. Oui, on peut le faire. Moi, je suis un, mon obsession, c'est toujours d'essayer de faire en sorte d'avoir le plus vite possible la transformation entre une audience et une clientèle pour pouvoir finalement avoir de la rentabilité et donc développer son activité. Parce que je vois trop de gens qui effectivement investissent du budget pour développer une audience sans savoir forcément au départ comment la rentabiliser. Et donc du coup, s'ils passent beaucoup de temps à investir de l'argent sans avoir de retour sur investissement, eh bien, au bout d'un moment, ils se retrouvent un petit peu le couteau sous la gorge. Donc, on peut le faire, bien évidemment, mais j'aimerais bien quand même on garde en tête le fait qu'il faut le plus possible avoir un mécanisme de rentabilisation. Voilà.
Merci beaucoup, c'est très clair. Ok, merci, super Anne. Hello Arnaud, bienvenue à toi, ravi de te voir sur la hotline. Ce n'est pas évident de cibler des clients lorsqu'on vend du coaching en développement personnel, cela s'adresse à tout le monde. Eh bien Jérémy, oui, tu as raison. Beaucoup de coachs ont cette difficulté parce que quand on fait du coaching, souvent, effectivement, on peut s'adresser à tout le monde. Maintenant, ça c'est mon avis encore une fois, et peut-être que certaines personnes te diront le contraire. Très bien, il n'y a pas de vérité absolue. Mon avis sur la question, parce que je fais aussi, une partie de mon activité fait du coaching, c'est si je veux pouvoir être percutant sur mon message, déjà tu peux choisir qui sont les personnes avec lesquelles tu as le plus de plaisir à travailler. Qui sont les personnes, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu aimes faire, sont les personnes à qui tu apportes le plus de valeur. Et ce que je t'invite à faire, c'est effectivement à choisir. Évidemment, quand on fait du coaching, on peut servir tout le monde. Mais je pense que c'est à nous, il faut décider de choisir, dans un premier temps en tout cas, de s'adresser à un public plus restreint. Et de focaliser notre énergie, notre temps et nos efforts sur ce public plus restreint pour pouvoir devenir la référence quelque part, entre guillemets, sur ce marché-là, sur cette micro-niche. Plus on choisit un micro-marché, plus ce sera facile de se faire connaître de ce micro-marché et plus ce sera facile, ça peut demander du temps, ça demande du travail, de l'effort, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'être une référence sur un micro-marché que d'être une référence sur un marché ultra vaste. Parce qu'on est en concurrence par rapport à des gros concurrents, on est en concurrence sur des personnes qui sont des grandes enseignes, on est en concurrence sur même de la concurrence indirecte, alors que lorsque l'on est sur un micro-marché, c'est beaucoup plus facile finalement de se faire connaître et de pouvoir couvrir ce micro-marché. Je prends souvent dans la masterclass « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» l'image de quelqu'un. Si aujourd'hui, j'ai une pierre dans la main, vous voyez par exemple, imaginons que j'ai un pavé dans la main. Vous voyez ce pavé-là, il fait la paume de ma main. Je pense qu'il pèse à peu près 800 grammes à 1 kg. Si je lance ce pavé-là dans l'océan Atlantique, ce qui va se passer, c'est que le pavé va tomber, il va y avoir quelques petites vagues, mais très rapidement, ces petites vagues, elles vont venir être brisées par les grosses vagues qui sont déjà présentes dans l'Atlantique. Il va se passer que très rapidement, on ne va plus entendre parler de mes petites vagues. Si maintenant je prends ce même pavé, mais que je le lance dans une petite mare, dans une mare de la salle de ma pièce, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les ondes de choc, vu que c'est une mare qui est beaucoup plus petite, et il n'y a pas de vagues, la mare est calme, il ne se passe pas forcément énormément de choses, eh bien mes vagues vont peut-être beaucoup plus s'étendre, se propager, et ils vont peut-être même à un moment donné même couvrir l'intégralité de la vague, et même rebondir et revenir au centre. Ce que je veux dire par là, c'est que mon message, c'est cette pierre-là. Et si je lance mon message dans l'océan Atlantique, mon message a peu de chances d'être entendu. Parce que très rapidement, il sera couvert par des messages de personnes plus importantes, de marques plus grosses, qui ont des moyens publicitaires plus importants que les miens pour promouvoir leur propre message. Mais si je lance mon message sur une mare, autrement dit, un public plus ciblé, plus restreint, j'ai plus de chances de faire en sorte que mon message couvre cette audience-là, que je sois connu, que je devienne une référence sur ce marché-là, et donc d'avoir plus d'impact. Et d'être perçu, finalement, comme un expert, comme un partenaire de confiance sur ce micro-marché. Est-ce que je suis clair sur cet exemple-là, du fait que mon message, si je choisis volontairement de le lancer, de le mettre, je dirais, face à un public plus restreint, j'ai plus de chances qu'il soit entendu et qu'il soit présent et qu'il ne soit pas cassé finalement par des messages marketing d'autres personnes, d'autres concurrents qui seraient présents sur un marché plus global. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Ok, tout à fait. Ça coupe pour Sandrine. Ah, non, je suis passé, j'espère que ça va pas trop recouper. Que penses-tu du social selling? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta question? Est-ce que tu peux me rendre ta question un peu plus concrète, Philippe? Par rapport à quoi en fait? Parce que le social selling, ce que j'en pense, oui, c'est très bien. Il y a plein de techniques qui sont très bonnes. Après, c'est dans quel objectif, dans l'utilisation, pour quel but en fait? Je pense que en fonction de l'objectif que l'on a,
la stratégie à adopter va être différente. Moi, je connais quelqu'un qui a énormément de followers. Sur Twitter, c'est quelqu'un qui a énormément de suiveurs, qui passe beaucoup de temps à produire du contenu uniquement pour développer une audience. Mais parce que lui, sa stratégie, c'est pas de rentabiliser, c'est pas de développer un business, c'est pas de gagner de l'argent finalement en gagnant des clients, en transformant une partie de son audience en clients. Donc lui, ça lui va bien finalement d'utiliser les réseaux sociaux pour développer une grosse audience. Moi, je suis pas dans cette stratégie-là. Moi, je n'ai pas besoin de développer une grosse audience. Parce que finalement, ma stratégie, c'est de pouvoir apporter du contenu qui va permettre à des clients potentiels de me connaître, de me faire confiance, d'apprécier ou pas d'ailleurs, parce que certains n'apprécieront pas, peut-être très bien, mais pour ceux auprès de qui ça résonne, d'apprécier ce que j'ai à proposer et de devenir client. Et donc du coup, on a deux stratégies complètement différentes parce que nos objectifs sont différents. Mon objectif, c'est d'apporter de la valeur pour développer une activité professionnelle. Son objectif, c'est uniquement de développer une visibilité et de développer quelque part une audience et d'être un leader d'opinion sans forcément rentabiliser. Et donc du coup, on ne va pas du tout procéder de la même manière en fait. Donc le social selling, la même façon, pourquoi, quel objectif, etc. Sandrine, oui, parfaitement clair même. Merci David. Même si sur le net on vise plus grand et donc on a plus de concurrence, surtout face à des gros. Eh bien, Internet en fait, c'est ni plus ni moins qu'un moyen de communication. C'est pas parce qu'on est sur Internet que on est obligé de viser large. Tu vois, quand moi, au départ, je positionne mon activité sur les consultants indépendants, je suis ultra ciblé. Et pourtant, ça ne m'empêche pas finalement de faire en sorte qu'il y a d'autres typologies de clients qui viennent me voir qui ne sont pas des consultants indépendants. Parce que mon message résonne auprès d'eux. Mais en tout cas, au départ, mon cœur de cible que je mets en avant, c'est le consultant formateur indépendant. Et je dirais ça, c'est le cœur de cible. Après, il y a d'autres types de professions qui sont un tout petit peu plus à côté, comme les coachs par exemple, les professionnels du bien-être. Encore un petit peu plus à côté, il y a d'autres professions, les freelances de manière générale. Mais si au départ, finalement, on est focalisé, notre message marketing est restreint sur un cœur de cible, ça ne veut pas dire, et c'est ça aussi qui est important de comprendre, ça ne veut pas dire qu'on se coupe complètement. Ça veut dire qu'on va raisonner à 100% sur notre cœur de cible, peut-être à 90% sur l'anneau qui est un peu plus grand, peut-être à 70% seulement sur l'anneau d'à côté, seulement à 40% sur l'anneau un petit peu plus grand. Vous voyez, si on imagine une cible de tir à l'arc, eh bien chaque anneau finalement a un impact un petit peu plus faible si on s'écarte vers l'extérieur. Mais au moins, on a, je dirais, un message qui est de plus en plus puissant si on se rapproche de l'intérieur. Alors que si on vise très large dès le départ, eh bien, on n'a pas de cœur de cible. Et donc, on est uniquement sur un marché vaste qui est là où notre message, eh bien, va pas forcément être très pertinent. L'art est la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. En fait, le principe, si tu veux, moi, c'est ce que j'utilise aussi, en fait, le social selling. La stratégie, pour moi, c'est de faire le plus simple possible. C'est-à-dire de dire, OK, utiliser les réseaux sociaux, c'est je crée du contenu qui permet aux personnes de mon audience de lever la main pour dire, OK, moi, ce sujet-là m'intéresse, d'identifier qui dans mon audience est intéressé par la thématique que je propose, de récupérer finalement les coordonnées de ces gens qui sont intéressés, parce que le social selling, cette personne-là, elle ne développe pas de base email. Elle a des tonnes de followers, mais elle n'a pas développé de liste email. C'est-à-dire que si demain Twitter coupe son compte ou change de stratégie, fait en sorte finalement qu'on ne peut plus communiquer auprès de l'intégrité de sa base, eh bien il perd finalement toute sa puissance. Le social selling doit servir, à mon sens, un seul et unique objectif, c'est développer une base de prospects. C'est-à-dire transformer une audience de réseau social, quelle qu'elle soit, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, en une base de contact email. D'accord ? Et si j'arrive effectivement à transformer cette audience-là en base de contact email, je peux communiquer avec eux, c'est-à-dire que ces contacts-là m'appartiennent, entre guillemets, et je ne suis plus dépendant finalement des plateformes type Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Donc la stratégie du social selling, dans le but de développer une activité, de développer un business, c'est je crée du contenu qui a pour objectif de donner envie à mon audience de me faire confiance et donc de me laisser leurs coordonnées pour que je puisse communiquer avec eux et leur faire une proposition d'offre commerciale, que ce soit de coaching, de formation, de consulting, de session de prise de rendez-vous par téléphone pour prendre un rendez-vous et faire une découverte client, quel que soit l'objectif que l'on se fixe.
Voilà, est-ce que ça répond en tout cas à ta question, Philippe? Parce que c'est encore une fois, c'est très vaste. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que c'était sur autre chose que tu aurais aimé avoir de l'info? Oui, tout dépend de la cible. Tu as raison. C'est ce que je pense. L'expérience me montre, pour moi comme pour mes clients, que plus on a une cible précise, une audience cible précise, en tout cas au départ, plus on peut démarrer rapidement. La difficulté que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est justement de ne pas avoir cette cible précise, de ne pas avoir cette vision de ce client idéal, avec qui je veux travailler. À la fois pour pouvoir avoir un message qui fasse mouche, mais aussi pour attirer à soi les bons clients. Si j'ai un message qui attire à moi les personnes qui résonnent avec ma vision, avec mes valeurs et qui en plus effectivement est positionné sur ma zone d'excellence, là où vraiment je m'éclate le plus et là où je suis le meilleur, eh bien c'est là où je peux développer une activité de manière la plus agréable et la plus fun et la plus simple possible. Parce que je serai positionné vraiment sur ce qui fait, sur ma spécificité personnelle et sur une audience spécifique. OK de prix, je vais pouvoir me contacter. Et en plus, lorsqu'on a une cible précise, on peut identifier qui sont les partenaires qui s'adressent à ces cibles précises et donc on peut nouer des partenariats beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent OK, comment je fais pour trouver des clients? Où est-ce qu'ils sont mes clients? Eh bien, pour répondre à la question où sont mes clients, il faut que je sois capable de dire qui sont mes clients. Parce que si je ne suis pas capable de savoir qui sont mes clients précisément, je ne peux pas savoir où est-ce qu'ils sont, quel livre ils livrent, quel livre ils lisent, quel blog ils consultent, quels influenceurs ils suivent. Voyez, par exemple, si moi je n'avais pas été au tout départ focalisé sur les consultants indépendants, eh bien, je n'aurais pas pu savoir que ils suivent un blog qui s'appelle le blog de Yannick Mériguet. D'ailleurs, c'est un blog vraiment super pour les consultants qui s'appelle le blog du consultant. Et donc, moi, je sais précisément que Yannick Mériguet, c'est un partenaire potentiel pour moi. Si demain, je veux développer une opération avec un partenaire spécifiquement sur les consultants, je saurais que je peux aller contacter Yannick. Après, est-ce qu'il acceptera ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui s'adresse à la même cible potentielle que moi. Et donc, du coup, on est sur cette même micro-niche, ce même micro-marché quelque part, eh bien, focalisé ensemble. Et là, on a quelque chose qui peut résonner. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Très bonne stratégie marketing, je suis d'accord avec toi, la règle, le ciblage, tout à fait. Et on fait comment, dit Cécile? Alors Cécile, j'ai dû manquer quelque chose. On fait comment par rapport à quoi? Ah, voilà, attends, excuse-moi, je n'avais pas vu, je vais redescendre le chat parce que c'était passé. Ok, moi, David, j'aimerais la prochaine fois que tu nous éclaires pour un truc, que tu nous expliques à quoi sert d'avoir un blog, un site internet, une page Facebook, un groupe Facebook. Moi, j'ai tout ça, je m'y perds un peu, je suis désolé, marketing de réseau pour la cité Forever dans le bien-être. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais masquer tout ça. Outline, live... Qu'est-ce que j'ai pas masqué encore? Ça, voilà. Je vais la rapprocher. On va faire comme ça. Hop, je vais chercher mon crayon qui est juste derrière. Alors, le procédé, en fait, comment dire? Si on regarde une stratégie commerciale, la stratégie commerciale de base, elle est très simple. D'accord? C'est... Je vais faire le schéma et je vais vous le commenter après, ok? Ah, décidément, du mal à faire les bonhommes. Voilà. Un processus commercial, et ça, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur, c'est toujours le même. Au départ, il y a des inconnus. On a un marché. Et notre marché, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ne nous connaissent pas encore. Certains nous connaissent, tant mieux, mais
La plupart du temps, les gens ne nous connaissent pas. Ce sont ce qu'on appelle d'un point de vue marketing des suspects. D'accord? Dites-moi, je ne sais pas d'où vient ce terme, je n'ai jamais vraiment cherché d'où ça venait, mais c'est le terme marketing qu'on utilise. Ce sont les suspects, les inconnus qui sont notre marché global. Notre objectif, la stratégie de base, c'est de dire, OK, parmi ces gens-là, je veux pouvoir transformer une partie de ces gens en prospects. Un prospect, c'est quoi? Un prospect, c'est un client potentiel qui accepte d'engager la discussion avec moi. Donc, un inconnu devient un prospect à partir du moment où soit il accepte un rendez-vous. Par exemple, vous êtes dans une soirée réseau, il y a des gens qui sont sur votre marché, vous discutez avec quelqu'un, c'est un prospect potentiel, il dit « Ah bah ok, ah oui, ça me ferait plaisir de prendre un café avec toi la semaine prochaine ». À partir du moment où il accepte de prendre un café avec vous, ça devient un prospect. Vous êtes au téléphone, vous appelez un client potentiel, il accepte de vous recevoir dans son bureau la semaine prochaine. Là encore, il devient un prospect. Sur Internet, quand quelqu'un me laisse son adresse email pour recevoir un livret PDF, pour recevoir une vidéo, pour s'inscrire à mon webinaire, lorsqu'il me laisse son adresse email, il devient un prospect. Ça veut dire qu'il accepte d'engager une discussion, une relation avec moi. Et ensuite, bien évidemment, ces prospects-là, une partie va devenir client. C'est-à-dire qu'un client, c'est un prospect qui accepte de collaborer avec moi. D'accord? Vous l'avez dû, je pense, le voir des centaines de fois. C'est le processus de base d'une stratégie commerciale. J'ai des inconnus qui deviennent des prospects, qui deviennent ensuite des clients. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle un entonnoir de vente. Et c'est pour ça que j'ai symbolisé ça, que là, il y a plus de monde qu'ici, évidemment, et là, il y a plus de monde qu'ici. Souvent, voilà, on symbolise ça par un entonnoir parce que bien évidemment, voilà, plus on descend dans le processus commercial, moins effectivement il y a de personnes concernées. Si on arrivait à faire en sorte que tous les inconnus deviennent clients, ce serait génial, mais c'est rarement le cas. Il y a ce qu'on appelle des taux de transformation. Voilà. Un certain pourcentage des inconnus vont devenir prospects et un certain pourcentage des prospects vont devenir clients. Maintenant, pour répondre à ta question, Cécile, j'ai un blog, j'ai une page Facebook, j'ai un groupe Facebook, etc. Tu t'y perds un petit peu. En fait, tout ce que tu viens de me citer, ce sont des outils qui vont se situer ici. Tout ça, ce sont des outils qui doivent te permettre de transformer un inconnu en prospect. Et en fait, un inconnu va d'abord entendre parler de toi, découvrir ce que tu fais et va vouloir ou pas ensuite devenir prospect. Donc ici, tu as peut-être ton groupe Facebook, d'accord? Quand quelqu'un qui ne te connaît pas voit ton groupe Facebook et qui demande à rejoindre ton groupe, hop, ça devient un prospect potentiel parce que c'est quelqu'un avec qui tu peux communiquer. Si tu as une chaîne YouTube, si tu as un blog. Alors, je vais revenir sur ça par rapport à ça. Si tu as un profil LinkedIn, tout ça, ce sont des outils qui te permettent de te faire connaître des inconnus et de devenir des prospects. Là où je veux faire un petit aparté, c'est à condition que ton blog propose à tes visiteurs de te laisser leur email, parce que sinon ton blog ne sert à rien. Finalement, si ton blog est uniquement là pour produire du... Enfin, ça sert à rien. Non, je suis un peu dur, excuse-moi. Il sert quand même, mais il a une efficacité très très petite en fait. Parce que si on a un blog sur lequel on ne propose pas de demander les coordonnées de nos visiteurs, c'est comme si on louait un stand au salon des entrepreneurs, que les gens viennent sur notre stand et qu'on oublie de leur demander leur carte de visite. Ils sont venus, ils ont consulté ce qu'on avait à proposer et ils repartent et on ne sait pas comment les recontacter. Là, dans ces cas-là, ils restent au statut des inconnus. Eux, peut-être nous connaissent, mais on ne peut pas engranger la discussion. Donc, quel que soit l'outil que l'on choisit, l'objectif est de faire en sorte que on récupère les coordonnées pour pouvoir discuter, engager la conversation avec nos prospects. Et il y a des tonnes de façons de faire, d'accord? Comme tu l'as dit, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a les blogs, etc. Ce que je te conseille, et enfin c'est pour tout le monde, mais mon conseil, c'est de choisir, je vais être dur, hein, mais moi je suis un vrai, un obsédé du focus, de choisir une technique, une façon de faire, celle qui te parle le plus, où tu penses que sur lesquelles tes clients sont le plus. Est-ce que tes clients consultent plus de la vidéo? Est-ce que tes clients sont plus sur Facebook? Est-ce que tes clients sont plus sur LinkedIn? Est-ce que tes clients sont, est-ce que c'est plutôt le blog que tu veux faire, que tu veux utiliser? Peu importe, tout ça, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Toutes ces techniques-là sont très bonnes. Mais tu ne pourras, c'est assez difficile finalement de tout faire bien en même temps.
Donc l'idée c'est de dire ok, je vais m'engager dans une stratégie, dans une technique particulière et je vais aller à fond dans cette stratégie. C'est ma façon de voir les choses. De me dire ok, je vais maîtriser à fond pour pouvoir faire ce processus-là. Ok? Parce que si tu te dis ok, moi je vais faire de la vidéo sur YouTube, eh bien, si tu es engagé là-dedans et que tu vas commencer à développer une vidéo par semaine, peut-être 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, eh bien, tu vas pouvoir aller proposer à d'autres chaînes YouTube de faire des vidéos en commun, par exemple, de créer des vidéos pour eux et de les inviter sur ta chaîne YouTube. D'accord? Si tu dis, moi, c'est du blogging que je veux faire, ok, très bien. Mais il faut être à fond dedans et de dire, ok, je veux faire du blogging et donc je vais pouvoir aller voir aussi d'autres blogueurs pour leur proposer de faire des articles invités ou d'écrire sur ton blog à toi. Peu importe. Si tu as une page Facebook, même principe. L'idée, c'est de dire, ok, je vais choisir la stratégie, la technique qui me convient le mieux. Moi, ici, ce sont les webinaires qui me conviennent le mieux. Et je vais aller à fond dedans. Et je vais m'investir à fond pour maîtriser vraiment à 200% et ne pas m'éparpiller. Est-ce que ça répond à ta question, Cécile, ou pas du tout? Je ne vais plus voir les pavés de la même manière. D'où lancer un pavé dans la mare. Oui, effectivement. Tout à fait, Sophie. Alors, Anne, je vais finir pitcher comme un pro avant tout. Spontanément, j'aurais fait de la pub Facebook pour me faire connaître, mais ce que tu expliques me fait comprendre encore une fois l'importance de bien cibler, d'être spécifique. Oui, suis pitcher comme un pro. Dans ce pitcher comme un pro, je t'amène justement à réfléchir à qui est ton client idéal, à quels sont ses problèmes, quelles sont ses aspirations. Plus tu seras précise sur ça, Anne, plus ce sera facile finalement de faire de la publicité Facebook. Pourtant, Facebook nous met des alertes sur les pubs lorsque nous n'avons pas ciblé assez large et donc un nombre de personnes insuffisant. Oui, Facebook, enfin comment dire, Facebook, son objectif, bien évidemment, c'est de faire en sorte que tu puisses toucher le maximum de monde, d'accord? Maintenant, tu peux commencer, et tout dépend de ton budget, d'accord? Si tu as un budget de 1000 € par jour, évidemment, si tu as une toute petite audience, ça va pas aller parce que ton budget est beaucoup trop important par rapport à la taille que tu vises. Mais quand on commence, ça sert à rien de viser 1 million de personnes, 200 000 personnes. Moi, quand on commence, on peut tout à fait viser plus petit et lorsque l'on voit effectivement que ça fonctionne, élargir petit à petit notre audience. D'accord? Et c'est plus simple de commencer par cibler petit, de faire des tests, de voir ce qui fonctionne moins. Et une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne bien, d'élargir petit à petit. Voilà. Moi, je crois vraiment au fait de commencer simple et petit et de faire de l'amélioration continue. De voir ce qui fonctionne, d'accélérer sur ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, de changer ce qui ne fonctionne pas pour faire en sorte qu'à un moment donné, on rectifie le tir et que ça fonctionne de mieux en mieux. Tac, voilà, ça j'ai vu. Et ça, en plus, tu nous le fais travailler en formation, mais c'est bon de le réentendre. Ouais, effectivement. C'est tellement important pour moi, Sandrine, cette notion de ciblage. C'est ce qui, je pense, fait vraiment la différence pour moi sur le fait que le pitcher comme un pro fonctionne aussi bien. Parce que j'applique mes propres conseils. J'applique mes propres conseils en termes de ciblage, d'essayer de parler le langage du client mieux que les autres. Mais si j'essaie de parler à tout le monde, évidemment, ma pertinence diminue. Suspect, prospect, client, ambassadeur, exactement. Mais que fais-tu avec un pavé dans ton labo? Si les enfants travaillent. En fait, les pavés, je m'en suis servi, tu sais, pour l'image, j'en avais parlé l'autre fois, l'image de l'emploi du temps. Si on met, ça c'est, je sais pas si vous voyez bien ici, mais là, en fait, c'est les deux symboles, le vase et une journée, par exemple, ou un mois de notre vie. Et si je commence par mettre, les tâches courantes, les tâches à faible valeur ajoutée, le sable en premier, que je mets ensuite les petits cailloux, je n'aurai pas la place de mettre tous les grosses pierres qui sont mes projets importants pour moi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'à l'extérieur du vase, ici, j'ai les deux pavés qui ne rentrent pas. Mais si à l'inverse, je commence d'abord par mettre les gros pavés, autrement dit, les projets importants pour moi, le fait de passer du temps avec mes enfants, le fait de faire du sport, le fait de développer mon entreprise, le fait de faire ci, de faire ça, que ensuite, je mets les plus petits cailloux qui vont venir se glisser là où il y a de la place une fois que j'aurai mis dans mon agenda les pavés importants. Et si seulement après avoir mis les petits cailloux, cette fois-ci je mets le sable fin, eh bien je vais être capable de tout faire rentrer dans mon agenda parce que j'aurai commencé par mettre les grosses pierres. Et ça, c'est quelque chose de très connu. Moi, j'avais vu ça en école de commerce la toute première fois, ça m'avait marqué. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là dans une formation qui s'appelle Stratégie pour freelance épanoui, où justement je fais la démonstration en direct. Et du coup, vu que les vases avaient été prêts, je les ai gardés. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai des pavés chez moi.
Heureusement que tu ne t'es pas servi d'un poisson pour une de tes démonstrations. Oui, le pauvre, sinon il serait ici dans un bocal. Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide tout ce que l'on a vu ensemble ce matin jusqu'à maintenant? S'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne, eh bien faites-le moi savoir. S'il y a des questions sur lesquelles également, eh bien, vous souhaitez qu'on revienne là encore, dites-le moi. Je suis en train de regarder par Cécile, c'était sur le social selling en fait. Et ben, du coup, est-ce que ça répond à ta question, Cécile, par rapport au social selling, sur la stratégie? En fait, le social selling, c'est le fait de proposer du contenu. Comment dire? De proposer différentes. En fait, enfin, on peut aller vraiment en détail, hein, mais c'est en fonction de l'état d'avancement de notre prospect, est-ce qu'il ne nous connaît pas encore, ensuite il nous connaît, il sait ce que l'on fait. Plus il est bas vers l'entonnoir de vente, plus finalement le social selling va proposer un contenu spécifique pour le faire passer à l'étape d'après. D'accord? Ici, généralement, suspect à prospect, on va proposer des contenus qui vont résonner par rapport aux problèmes que rencontre notre audience, par exemple. Comment dire? On va proposer des contenus qui parlent sur les objectifs que souhaiterait atteindre notre audience. Pour que quand quelqu'un cherche, par exemple, comment réussir à se lancer en consultant indépendant, eh bien que cette personne-là puisse trouver du contenu sur moi. Comment faire pour vendre son savoir-faire? Là, la personne, moi j'ai sur ma chaîne YouTube, j'ai des contenus qui sont sur ce sujet-là. Est-ce que l'on peut vendre, est-ce que l'on peut se lancer en indépendant sans savoir se vendre? D'accord? C'est une question que se posent mes clients. Du coup, j'ai sur YouTube une vidéo qui parle de ça pour que quelqu'un qui ne me connaît pas puisse me découvrir. Et puis petit à petit, plus il va descendre dans l'entonnoir de vente, plus je vais lui apporter du contenu en fonction de son besoin. Quelqu'un qui est prospect, pour qu'il devienne client, qu'est-ce qu'il a besoin? Donc il est prospect, ça veut dire qu'il me connaît, on a engagé la discussion, on a communiqué par email, il a peut-être consulté quelques webinaires de ma part, il a peut-être consulté quelques vidéos. Peut-être que ce qui lui manque pour devenir client, c'est d'avoir confiance dans ma méthode. Donc à ce moment-là, le type de contenu que je peux lui proposer, c'est par exemple des études de cas. Les études de cas pour lui montrer qu'effectivement, c'est possible pour lui. Les études de cas pour lui montrer que mes clients apprécient ce que je fais. Et donc, du coup, le social selling, c'est de proposer aussi du contenu en fonction du stade d'avancement de mon prospect. Voilà. Est-ce que je suis clair aussi par rapport à ça? En fonction de la maturité de son projet et en fonction également de l'intimité de la relation que l'on aura ensemble. C'était génial, merci. Écoute, merci Benoît, ravi que ça ait pu t'aider. Oui pour Cécile également. Quel est le contenu pub Facebook qui fonctionne le mieux pour transformer un suspect en prospect? Vidéo, mise en avant d'un prix, une promo? Alors, je vais te parler que ce que je connais, parce que moi je n'utilise de la publicité Facebook que ici. C'est-à-dire que moi j'utilise la publicité Facebook uniquement pour faire en sorte que des inconnus deviennent des prospects en me laissant leur adresse email. Je n'ai encore jamais fait de pub directe sur une page de vente. Le modèle Business Revolution est fait comme ça, mais moi je n'ai encore jamais appliqué ce modèle-là, donc je ne pourrais pas t'en parler. Je sais qu'effectivement c'est possible, mais moi ce que je peux te dire c'est que par rapport à mon besoin, qui est de dire je veux que les personnes qui voient ma publicité me laissent leur adresse email dans le cadre d'une conférence en ligne, ce qui fonctionne le mieux pour moi c'est la vidéo. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui accepte de me laisser son adresse email suite à une vidéo, entre guillemets, il m'a déjà acheté. C'est-à-dire qu'il a déjà vu qui j'étais. Je parle face caméra, donc il voit que je parle vite, il voit que je parle avec les mains, il voit comme je suis. Voilà, donc quelque part, s'il accepte de me laisser ses coordonnées, ça veut dire qu'il m'a, entre guillemets, déjà acheté. Il a apprécié finalement ce que je lui ai dit. D'ailleurs, je me rends compte, il y a plein de gens qui n'apprécient pas, tu le vois dans les commentaires des publicités, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est magnétique, c'est-à-dire qu'on a polarisé notre communication, il y a des gens à qui ça va pas plaire, mais les personnes à qui ça va plaire vont accepter de entre guillemets, laisser les coordonnées, donc de t'acheter déjà. Et donc, quelqu'un qui participe à un webinaire suite à une publicité vidéo aura beaucoup plus de chances d'acheter mon programme que quelqu'un qui s'inscrit au webinaire suite à une image, qui est beaucoup plus impersonnelle. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Moi, les analyses que j'ai faites m'ont prouvé que quelqu'un qui s'inscrit à mon webinaire suite à une publicité vidéo aura beaucoup plus de chances de devenir client que quelqu'un qui s'inscrit à mon webinaire suite à une publicité image. Voilà pour mon analyse. Je suis pas le seul à avoir cette analyse. Il y a d'autres marketeurs également qui utilisent. Alors pour la stratégie webinaire, encore une fois, attention. Je parle pas de toutes. Il y a X façons de faire. Si ça se trouve, lorsque l'on fait directement publicité vers une promotion, vers une offre commerciale directe, peut-être que ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas testé, donc ça je peux pas te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que pour un webinaire, le format de publicité qui fonctionne le mieux, c'est la vidéo. Dans mon cas en tout cas, et dans le cas d'autres, mais je vais te parler que de mon cas parce que c'est celui que je connais, que je maîtrise le mieux.
Ça répond à ta question, Marie-Camille? Ça aide grave, bien sûr. Ok, bah merci Sophie. Ça enfonce le clou de ta formation pitcher comme un pro. Je m'en émerveille tous les jours. Eh ben écoute, merci. J'espère que ravi que ça puisse t'aider, Sophie. Je suis ravi d'avoir des clientes comme toi, voilà, qui se bougent, qui font les choses. Et voilà, s'il y a quelque chose sur lequel je peux t'aider, eh bien fais-le moi savoir. Dis-moi. Ok, il faut que je me fasse acheter alors. En fait, si on met à nu, alors on va déshabiller on va déshabiller le processus de vente. On va le mettre à nu, ce processus de vente. Au final, j'aime bien faire les schémas. Imaginez que votre client, il a le choix entre 3 concurrents et vous. D'accord? Il a le choix. Il a 4 propositions. Il a votre proposition et il a la proposition de 3 autres concurrents. Et ça, c'est vrai quel que soit le marché. Que ce soit dans la vente aux entreprises, dans le B2B, le business to business, que je vende à des particuliers, que je vende à des entrepreneurs, quoi que ce soit que je vende, imaginez la situation suivante. Votre client potentiel, il a 4 propositions. Vous êtes tous top niveau. D'accord? Vous êtes tous aussi bons les uns que les autres. Le prix pratiqué est le même. Vous êtes tous au même tarif. Quelle est la seule chose qui va faire que votre client va choisir vous plutôt qu'un autre? La seule chose, si on enlève tout, si on enlève le prix, si on enlève la confiance qu'il peut avoir en vous dans votre capacité à l'aider, la confiance dans votre solution, si on enlève le fait que vous soyez effectivement, la qualité que vous avez est la même avec tout le monde, la seule chose qui reste au final, c'est la relation que vous aurez été capable de créer avec votre interlocuteur. À la fin, votre client potentiel, il va choisir la personne avec qui il aura établi le lien le plus fort. Votre prospect qui est là, il va choisir le lien le plus fort. Si là, il a un lien comme ça, là, ok, là, mais là avec vous, voilà, il a un lien plus épais. Là, le critère de choix ultime, c'est l'épaisseur du lien. C'est avec cette personne-là que j'ai le plus accroché, donc c'est lui que je vais choisir. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Enfin, j'ai fait de la vente. Enfin, j'étais commercial auprès des particuliers, auprès de TPE, de PME, de grands comptes. Ça a été un de mes grands déclics. De me rendre compte qu'en réalité, oui, les méthodes de vente changent, oui, les processus de vente changent, mais au final, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de travailler avec moi? C'est la relation que j'aurais établie avec lui. C'est le naturel que j'aurais été. C'est le fait que je suis sincère avec lui, que je suis intègre, que je suis authentique. Le fait qu'il me fasse confiance. Le fait que je sois présent. Voilà, c'est ça finalement qu'il va acheter. C'est la relation que l'on aurait établie ensemble. Donc, plus dans notre marketing, on est capable d'établir cette relation, d'établir un lien épais. Et donc, Benoît, par rapport à ta vidéo, pour moi, n'établit pas un lien épais parce qu'on n'est pas elle n'est pas suffisamment humaine. Oui, elle est superbe, mais les autres pourraient faire la même chose que toi, d'accord? N'importe qui aurait pu faire cette vidéo. Si en plus de ça, tu rajoutes cette humanité, ce côté effectivement de qui tu es, qu'est-ce qui t'inspire, quelles sont tes valeurs, pourquoi tu fais ça, qui vont résonner avec ton audience, plus tu seras capable de créer un lien épais. Voilà. Donc, ce que je vous invite, c'est à créer des liens épais. Véronique, je t'enverrai une question qui me bloque littéralement depuis plusieurs mois et j'espère que tu auras l'occasion d'y répondre. Véronique, avec plaisir. J'essaierai de faire de mon mieux. Je ne sais pas si j'aurai la réponse parce que je ne connais pas la question. Mais écoute, envoie-la moi. Pour l'envoyer, je vais en profiter maintenant. Ce que vous faites, vous avez 2 solutions. Soit vous m'envoyez un email. Où vous mettez dans le sujet d'email dièse LHDF pour la hotline des freelances. Et vous me posez la question de texte, ou alors si vous voulez me laisser un complément vocal, vous pouvez tout à fait m'envoyer un email et en complément, ou à la place, ça c'est vous qui voyez, me laisser un message sur le répondeur du numéro suivant, 09 86 32 20 32. Je répète, 09 86 20 32 20 32, parce que parfois, de l'expliquer de vive voix, c'est plus simple. Donc, comme vous voulez, soit au numéro qui s'affiche, soit en envoyant un email en mettant dièse LHDF dans le sujet. Oui, ça dépend du client, je pense, de ce que l'on vend. Merci. Authenticité, notre contact, les neurones miroirs, tout à fait. Le lien peut même permettre parfois de choisir, même si l'on est plus cher. Alors, Jérémy, tu prêches à convaincu. Oui. Oui.
Tout à fait. J'ai toujours, pour moi, la notion de prix n'est qu'une question de décision. Une question de choix personnel, d'accord? C'est nous, en tant qu'entrepreneurs, qui choisissons notre prix. Parce que quel que soit le prix qu'on choisit, il y aura toujours des clients. Ce ne sera pas les mêmes clients, il y aura peut-être pas le même nombre de clients potentiels, mais il y en aura toujours. Donc, c'est que notre choix. Et après, effectivement, qu'est-ce qui va faire qu'on soit choisi même si on est plus cher? Oui, tu as tout à fait raison. Ok, j'ai cette relation lors d'un rendez-vous, mais pas avant. Pour transformer un inconnu en prospect, je vais travailler là-dessus. Alors oui, en fait, Marie-Camille, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, tu peux pas savoir en fait, surtout quand à ce stade-là, la personne ne te connaît pas, et c'est en ça que le social selling ou les réseaux sociaux, le marketing de contenu, comme on peut l'appeler, est important. C'est que c'est ton marketing de contenu, aussi bien au travers de publicité qu'au travers de contenu que tu partages sur ta page Facebook, sur ta chaîne YouTube, sur ton blog, quel que soit le support ou le média que tu choisis, c'est de partager ton pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a un prospect, un inconnu va devenir prospect, en plus de ta thématique, c'est le pourquoi. D'accord? Parler de soi, mais pas parler de soi pour parler de soi en étant égocentré. C'est parler de soi en osant finalement partager nos valeurs, en osant partager notre pourquoi, en osant partager finalement un pourquoi qui a pour objectif de résonner avec le pourquoi de notre audience. Voilà. Et là, dans ton marketing, ça te permettra effectivement d'avoir un marketing humain et donc de pouvoir effectivement donner envie à des inconnus de devenir prospects parce qu'ils vont résonner à ton message. Ce numéro de téléphone ne marche pas de Belgique, je pense. Si, il suffit de faire plus 33. Plus 33 9 86 32 20 32. Il faut simplement que tu fasses le plus 33, je pense, pour avoir le numéro français. Mais même de Belgique, tu peux faire, je pense. Hein. Plus 33 9 86 32 20 32. Ok, super. Merci pour la confirmation. Voilà. Est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Désolé encore une fois pour les petits désagréments techniques du début. Le changement de bureau était vraiment, comment dire, c'est fait vraiment de manière imprévue hier, pour le coup. J'avais envie de vous faire un petit tour. Est-ce que ça vous dit de voir un petit peu l'envers du décor, mais comme si vous étiez derrière la caméra en fait? Ça vous dit ou pas que je vous montre, que je fasse le tour pour vous montrer ce que vous voyez de manière un écran un peu plus large, pas uniquement on va dire le côté bien qui rentre dans le cadre de la caméra. Ça vous dit ou pas? Yes, ok, super. Attends, je vais faire comme ça. Je vais le faire. Alors attends, je vais vous faire ça. J'ai envie. Moi, je suis un peu geek, hein, vous savez, sur les bords des fois. Mais... Hop. Alors, si je fais ça, voilà. Donc, voyez, regardez. Hop. Voilà. Juste pour que vous voyez. Voilà. Ça, c'est ce que je vois en fait de mon bureau. Là, j'ai l'ordinateur sur lequel je regarde par rapport à vos messages. Et ici, en fait, voilà, c'est mon écran sur lequel j'ai le support. Là, c'est le logiciel OBS que j'utilise pour faire les changements. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Pour faire les changements de scène. Vous voyez, quand je suis sur l'accueil ici, voilà, bah là, vous ne voyez plus forcément. Hop. Et si je vous montre de l'autre côté, alors voyez ce que ça peut donner. Alors, je vais le poser juste une seconde et je vais la reprendre de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous devez m'entendre un petit peu moins bien parce que le micro n'a pas bougé. Mais voilà, ça vous donne comme ça, je sais pas, d'ailleurs, j'arrive pas à voir ce que vous voyez parce que l'écran est derrière, mais voilà, ça vous donne un petit peu, hop, une vision. Tiens, et si je pose ça comme ça, hop là. Voilà. Voilà, je trouve ça un petit peu rigolo de rajouter cette caméra là. Voilà, je vais revenir face caméra classique. Voilà, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Je trouvais ça plutôt cool. Ouais, le bureau est grand, mais il est vide en fait pour l'instant. C'est pour ça que ça résonne. Et j'ai mis mon bazar un petit peu par terre pour le moment. Je vais ranger tout ça un peu plus clean. Mais voilà. Et puis, je sais pas si juste pour vous montrer aussi, on avait parlé une fois des post-it. J'avais parlé avec Jérôme O'Haraud de comment je faisais pour travailler. Et vous voyez, regardez là, vous pouvez voir effectivement que sur les murs, eh bien,
j'utilise énormément les post-it et les grandes feuilles de paper. Donc là, je suis en train de préparer en fait le programme que je vais lancer la semaine prochaine sur la stratégie Kaizen webinaire. Et vous voyez là, c'est toutes les différentes formations. Alors, je les ai mis sur informatique, mais là, je suis en train de les mettre affichés à l'écran. L'écran, n'importe quoi. Sur les paperboards, sur le mur pour que ce soit... J'aime bien matérialiser les pensées en fait, les faire sortir. Voilà, écoutez, je veux pas vous... C'était plus pour le côté conclusion un petit peu différente d'habitude. Hop. Un très grand bureau, tu es embauché? Eh bien, pas encore. Pour l'instant, je travaille avec des freelances, mais j'embauche mon premier salarié effectivement au mois de septembre. Voilà, et ça sera mon épouse en fait, pour tout vous dire. Voilà, Céline va venir travailler avec moi dans l'entreprise, donc voilà, ça va être super cool. Je suis très content qu'on puisse vivre ensemble cette nouvelle aventure. Donc à partir du mois de septembre, elle va venir travailler avec moi. Tac. J'imaginais tout autre chose. Ah, tu imaginais ça comment toi, Sandrine? Qu'est-ce que tu voyais? Si tu pouvais conseiller pour le matériel pour nos vidéos, ben moi je vais dire honnêtement Philippe, si tu veux faire des vidéos, moi le matériel que je conseille c'est le matériel qui doit être le plus simple possible, c'est-à-dire quelque chose qui te permet de démarrer l'action de faire la vidéo le plus facilement possible. Parce qu'en réalité, ce qui est difficile, c'est pas de faire les choses, c'est de se mettre à faire les choses. Moi, au début, j'avais acheté un caméscope. Là, je filme avec un caméscope, comme vous avez peut-être pu le voir. J'avais un micro-cravate et c'était ultra compliqué finalement à démarrer la vidéo. Il fallait mettre le micro et tout. Donc moi, si tu veux un conseil, je vais prendre juste 30 secondes. Je vais te montrer ce que j'utilise. Voilà. Pour faire des vidéos, voilà le matériel que je te conseillerais. Et ce matériel-là, moi, je l'ai découvert avec Jean Rivière. Jean Rivière, qui est un Français qui a une chaîne sur le web marketing qui est en Thaïlande. Voilà. Donc c'est la GoPro Session. Moi, c'est une toute petite caméra GoPro qui n'a qu'un seul bouton. Ici, vous voyez, vous pouvez déclencher pour allumer. Alors, il n'y a pas d'écran de contrôle, d'accord, mais elle est très simple à démarrer. Là, j'appuie sur le bouton, ça filme. J'appuie sur le bouton, ça arrête. Et c'est d'utiliser ce petit dictaphone, qui est un dictaphone Sony, dont la référence c'est ICD TX 650. Et pourquoi je le trouve génial, et encore c'est Jean Rivière qui me l'a fait découvrir, c'est parce que vous l'allumez, on l'allume, on appuie sur le bouton, on le clipse, et ça y est, c'est parti. Le micro enregistre et le son est super. Voilà. Donc vous voyez, moi j'aime bien les choses les plus simples possibles. Donc pour moi, ça c'est mon matériel vidéo. GoPro Session et dictaphone Sony. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Tac. Bonjour David, je fais du upcycling. Ma page, ok, je voudrais développer mes idées de diffusion pour démarcher des clients. Je suis nul en communication. Écoute Christophe, ce que je te propose c'est que j'ai regardé et puis on intégrera ça dans la prochaine session parce que là ça fait déjà un petit peu, on ne doit pas être loin de 1h30. Donc du coup on va rendre l'antenne parce que votre temps est précieux aussi et donc du coup je préfère qu'on prenne ça dans la prochaine session. Voilà. Avec plaisir Philippe. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre confiance et d'ici à la prochaine fois qu'on se reparle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. Je vous dis à très bientôt.